Et je te regarde. Oui. Alors du coup, dans le documentaire, tu dis que tu l'as fait pour donner de l'espoir. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Je pense que c'est un documentaire qui, moi, aurait pu me rassurer si je l'avais regardé quand j'avais 11-12 ans, en fait. Parce que j'avais déjà quand même en tête et l'envie de faire de la musique un jour, de me lancer. Et puis à la fois, je me disais, mais c'est pas du tout compatible avec ma personnalité. Je suis la victime du collège, personne ne m'aime, tout le monde se moque de moi tout le temps, j'ai aucune confiance en moi, j'ai du mal à me regarder dans un miroir. Comment est-ce que je pourrais même rêver un jour de faire un métier qui, évidemment, est un métier musical, mais qui, malgré tout, est aussi un métier d'image. Et je crois que j'aurais aimé voir ce documentaire parce que ce que ce documentaire-là dit, c'est que c'est possible d'avoir cette personnalité et d'y arriver malgré tout. Et rien que pour ça, je me suis dit peut-être que ça vaut le coup de raconter cette histoire qui est la mienne. Pourquoi tu te dis que tu n'étais pas destinée à ça ? Quand je dis que j'étais pas destinée à ça, je parle encore une fois de ma personnalité en fait, qui me paraissait assez incompatible avec la médiatisation en fait, tout simplement. C'est très difficile quand on a du mal à accepter son image d'être en permanence confronté à elle en fait, et d'être même souvent rappelé à elle, parce qu'en étant une femme, il y a beaucoup d'articles. De magazines qui commencent par Clara Luciani du haut de son 1m82 ou parfois des références à mon physique qui sont souvent positives, hein, mais ça peut être la jolie Clara Luciani ou la jeune ou le truc. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adjectifs qui sont reliés au physique, alors même que moi, mon métier n'est pas un métier qui est lié à mon apparence a priori, mais vraiment un métier artistique. Donc on se rend compte que quand on est une femme, on est souvent ramené à son apparence. Et quand on n'est pas à l'aise avec son apparence, c'est très compliqué de gérer ça au quotidien. Et je sais pas trop comment, probablement, comme on le voit dans le documentaire avec l'amour que mes proches m'ont porté et la béquille qu'ils ont été pour moi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à accepter tout ça. Tu parles aussi de ton histoire familiale. On voit notamment tes grands-parents. Il y a vraiment des séquences super touchantes avec notamment ton grand-père. Et tu dis que c'est lui qui t'a appris les émotions. Mon grand-père, ce qu'il m'a appris, c'est surtout, je crois, d'utiliser l'humour comme une arme, en fait. Je crois que c'est vraiment ça, si je devais sauver qu'un seul de ces traits de caractère dont j'ai hérité, je pense que c'est celui-ci qui me paraît le plus important parce que c'est devenu finalement un peu une philosophie de vie presque. J'aime vraiment l'idée qu'on puisse rire de tout et je ris beaucoup de moi. Et je crois que ça me sauve pas mal, en fait. Parce que j'ai beaucoup de second degré, donc il y a plein de situations où je me trouve complètement ridicule et assez mauvaise dans ce que je fais, mais j'arrive à avoir un second degré qui me permet de tenir bon et de me dire, bon, le ridicule ne tue pas, on continue, quoi. Et mon grand-père, ça a été un modèle de vie pour moi, aussi parce que c'est un modèle de courage. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais vu pleurer, que j'ai jamais entendu se plaindre. Et c'est vrai que j'essaye toujours de vivre en prenant en compte tout ce qu'il m'a appris et tout ce qu'il incarnait. Et c'était un philosophe du positif, quoi, de la positivité. Et j'essaye à mon tour d'incarner ça. Je crois que je suis pas aussi douée que lui, mais en tout cas, j'essaye de rester son disciple. Et dans cet héritage familial, tu dis aussi que ta grand-mère, elle entendait la musique, et toi, c'est ça aussi que tu ressens, et c'est ça que tu as besoin d'extérioriser. C'est vrai qu'il y a quelque chose de presque mystique que je partage avec ma mamie Simone. C'est que, sans être forcément très musicienne, on entend des chansons. Et moi, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses
Alors comme ça peut paraître un petit peu schizophrénique, mais j'entends, c'est vrai, vraiment des voix, et j'entends, parfois même quand je suis au milieu d'une conversation, il y a un mot qui va m'attirer et que je vais entendre répéter dans ma tête. Et c'est comme ça que naissent la plupart des chansons. Et d'ailleurs, on le voit assez bien dans le documentaire avec la naissance du refrain de Respire encore, où en fait, j'entends ce truc de « il faudra respirer encore », et j'entends cette phrase en boucle, et je me dis « ok, c'est cette phrase-là, il faut faire quelque chose autour de ce truc ». C'est assez inexplicable, et j'adore le fait que ça se passe comme ça. J'adore le fait que je puisse pas convoquer finalement cette pulsion créatrice, mais qu'elle s'impose à moi, et parfois dans des moments qui sont pas du tout adaptés, ce qui fait que je me souviens avoir fait pas mal de mémos vocaux dans le métro il y a quelques années, de peur que les idées m'échappent. Et c'est fascinant en fait, le fait de se dire je peux rien contrôler, mais peut-être que dans quelques jours je vais entendre un nouveau truc. Après il faut avoir la sagesse aussi d'accepter ça, parce que là par exemple ça fait quelques mois que je me sens pas du tout inspirée, et que pour le coup je n'entends aucune voix. Et voilà, il faut accepter ce truc-là, il faut accepter la magie dans tout ce qu'elle a de génial et puis de frustrant aussi un petit peu parfois, quand elle veut pas venir. On voit que tu es quelqu'un de très passionné, et tu expliques que c'est notamment un échec amoureux qui a fait que tu as pu sortir à un moment beaucoup de choses que tu avais à dire. Est-ce que finalement tu arrives au fur et à mesure du temps à voir cet échec, entre guillemets, enfin ce qu'on peut en tout cas percevoir comme un échec, comme finalement quelque chose de positif en fait, parfois de tomber pour pouvoir être propulsé Bien sûr, après. ouais. C'est vrai que ça aussi c'est un peu une de mes philosophies maintenant, c'est de me dire souvent quand il y a quelque chose de négatif qui se passe, c'est pour laisser place à des événements positifs par la suite, mais il faut un petit peu de sagesse sur le moment pour s'en rendre compte, et de la patience aussi. Mais par exemple, moi j'ai souvenir de quand j'étais ado, j'avais 15 ans, et j'avais tout fait pour entrer en filière internationale parce que je voulais devenir prof d'anglais, machin et tout. Et quand j'ai pas été acceptée, j'ai cru que ma vie était ratée pour toujours, et j'ai cru que j'avais vraiment raté ma vocation et que j'allais jamais être heureuse. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai 30 ans et que je regarde cet événement qui s'est passé il y a 15 ans, je me dis mais heureusement, parce que je crois que j'aurais été assez frustrée finalement dans la position de professeur, parce que je me rends compte que ce qui m'anime aujourd'hui quand je suis sur scène, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, et puis probablement que je l'aurais pas vécu, même si j'aurais vécu aussi de très jolies choses en étant prof, mais ce que je veux dire, c'est que parfois il y a un truc qui marche pas tout simplement parce qu'il y a autre chose qui nous attend ailleurs et qui nous ira même mieux que ce qu'on avait prévu initialement. Tu parles aussi des difficultés que tu as eues au niveau scolaire, du harcèlement dont tu as été victime. Est-ce que ça aussi, finalement, avec le recul, tu te dis que ça a peut-être forgé la personne que tu es devenue aujourd'hui ? Moi, je suis convaincue que les difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais enfant et adolescente, à savoir vraiment une espèce d'hyper-solitude parce que j'avais pas d'amis, parce que tout le monde se moquait de moi à l'école. Moi, je suis convaincue que sans ce parcours-là, je pense que j'aurais été très différente. Je pense que j'aurais peut-être pas nourri la même sensibilité, la même curiosité pour la lecture, pour la musique, et que j'aurais peut-être pas fait de la musique, ou peut-être que j'en aurais fait une musique très différente et que je l'aurais beaucoup moins incarnée, ou j'aurais moins eu besoin en fait de faire de la musique, tout simplement parce qu'en fait c'est très simple, j'ai fait de la musique parce que j'avais besoin de trouver comme ça un refuge en fait, quoi. Donc je sais pas ce que j'aurais fait, je sais pas quel genre de femme j'aurais été si j'avais pas été sitôt blessée et contrainte à me créer un peu un monde imaginaire dans lequel me trouver une forme de bonheur, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tout réussit ? Est-ce que ça te donne un peu une sensation de vertige, justement, de se dire... en plus, tu te dis que pour l'instant, tu n'as plus vraiment beaucoup d'inspiration, etc. Est-ce que, finalement, ça fait peur, parfois, oui, de cocher toutes les cases ? Mais je crois que c'est dans la nature de l'être humain, malheureusement. C'est très compliqué de maintenir le sentiment de bonheur parce que très vite, il est balayé par... la peur de le perdre, quoi. Il y a ce truc-là où dès qu'on a finalement accompli tout ce qu'on a l'impression qu'il fallait accomplir, il y a aussi une forme de vide qui s'installe et on se dit, et maintenant, comment est-ce que je fais pour maintenir ce niveau-là de satisfaction dans ma vie ?
Et évidemment que je me pose ces questions, évidemment que je me dis peut-être que j'ai seulement 30 ans et que je suis déjà au pic de ma carrière. Qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que je serai pas en permanence déçue ou en train d'essayer de comparer ce que je fais avec ce que j'ai eu la chance de faire avant ? Mais ça, je crois que je suis prête à vraiment faire un travail sur moi-même pour me dire que j'ai quand même eu tellement de chance et j'ai déjà vécu des trucs tellement incroyables qu'il faut aussi avoir un peu, je crois... d'indulgence parfois dans la vie et puis se dire c'est déjà magique d'avoir eu tout ça. Si demain ça s'arrête, j'aurai déjà tellement de choses à raconter un jour à mes enfants, mes petits-enfants. Et puis je crois aussi, moi j'ai un truc, mon papa il m'appelle la balle rebondissante. Depuis petite je suis comme ça, c'est vrai que quand j'ai des échecs, bon je pleure et j'en souffre comme tout le monde évidemment, mais très vite j'ai d'autres idées et je rebondis quoi. Et là je me dis que si demain ça devait s'arrêter pour moi dans la musique, je serais pas effrayée de recommencer depuis le début dans un autre domaine quoi. Je sais que j'adore écrire, que j'adore dessiner, que j'adore la mode et le cinéma et je me dis pourquoi pas, peut-être que si un jour ça s'arrête, encore une fois comme on le disait tout à l'heure, parfois les choses arrivent parce qu'il y a une bonne raison et je serais curieuse aussi d'aller voir ailleurs quoi. Donc quoi qu'il arrive demain, je pense que j'essaierai de prendre ça avec philosophie et de réaliser déjà la chance inouïe que j'ai eue d'en arriver là. Avec ce documentaire, du coup, de te replonger dans tout ton parcours, toute ton histoire de vie, ça t'a fait quoi ? La première fois moi, que j'ai vu ce documentaire, ça a été assez douloureux, notamment de découvrir des images d'archives de ma famille que je n'avais jamais vues. Parce que, voyager dans le passé, c'est toujours douloureux, en fait. Parce que c'est toujours forcément des moments de vie qui sont traversés par des personnes qui sont plus là et qui nous manquent. Et puis moi, de toute façon, je suis une très grande nostalgique de l'enfance. Je pense que c'est un moment... Enfin, en tout cas, pour moi, évidemment, on n'a pas tous cette chance-là, mais moi, ça a été un moment extrêmement privilégié, protégé, où j'étais dans une naïveté, une pureté que j'ai perdue, il me semble, un peu trop vite, et derrière laquelle je cours en permanence, quoi, que j'essaie de rattraper, parce que je trouve que c'était tellement beau et c'était tellement confortable aussi, quoi, je sais pas, d'être dans ce truc de légèreté. C'est tellement, moi je trouve ça tellement beau l'enfance et c'est pour ça que quand je rencontre des enfants, j'ai tellement envie de les protéger et de faire en sorte qu'ils savourent chaque seconde de ce tout petit moment d'insouciance qui dure vraiment le temps de quelques secondes à l'échelle d'une vie, quoi, mais qui est tellement, tellement beau. T'essayes quand même de garder, justement, de retrouver cette petite part d'enfance aujourd'hui ? Je crois que j'ai encore une part d'enfant en moi, hein, parce qu'il y a des moments où je suis franchement débile et que j'adore raconter des blagues et regarder des dessins animés et faire des trucs qui sont clairement plus de mon âge. Mais à la fois, je crois que j'ai cessé d'être une enfant très tôt dans ma vie parce que quand j'avais 11 ans, je mesurais 1m76 et que tout le monde s'adressait à moi comme si j'avais déjà 18 ans, en fait. Et ça a déformé un petit peu ma maturité, quoi. Ça m'a fait vieillir prématurément, en fait. Et ça m'a fait quitter l'enfance trop tôt. J'étais pas prête, je crois, à devenir presque une jeune adulte si tôt dans ma vie, quoi. Et puis, tu as le succès qui a aussi, évidemment, rechangé le regard des gens, j'imagine. Comment tu l'as vécu, toi ? Comment tu as fait pour gérer ça ? Je crois que j'ai longtemps été dans le déni, et je le suis encore un petit peu. J'y pense pas. Je me lève souvent de l'esprit le fait que, effectivement, je sois plus tout à fait anonyme, parce que c'est un truc qui m'effraie un peu. Ouais. Parce que, encore une fois, je crois que je suis assez timide et pudique et que penser à ma popularité, ça me fait un peu peur. Du coup, avec ce documentaire, est-ce que t'as pas eu peur, justement, d'en révéler peut-être trop sur toi ? C'est marrant, je me suis pas posé la question de me dire est-ce que j'en révèle trop sur moi ? Je me suis dit que ça faisait partie de l'exercice. Et je me suis dit que c'était des images qui étaient nécessaires à la narration de mon histoire. Et je savais encore une fois pourquoi je voulais la raconter. Et donc j'ai accepté, quoi. J'y ai pas trop pensé.
Mais c'est vrai que moi, c'est assez contraire à ma façon d'agir. Même sur les réseaux sociaux, je partage vraiment le minimum. Je mets très peu de choses sur ma vie privée, vraiment le strict minimum. Donc c'est vrai que cet exercice est assez contradictoire à ma façon de gérer ma vie professionnelle, ma vie privée. Mais encore une fois, je crois que je me suis laissée vraiment porter aussi par la confiance que j'avais envers le réalisateur. J'étais certaine en fait qu'il ferait les bons choix, qu'il déciderait de garder vraiment ce qui était utile, encore une fois, la narration de l'histoire, et qu'il me respectait assez vraiment pour respecter aussi ma pudeur et choisir le bon ton en fait, quoi, de pas faire un truc comme ça voyeuriste ou sans élégance. C'est pas de la télé-réalité non plus. Je pense que tout est dit, mais avec le bon ton, je dirais. Ouais. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.